Marley Rivant avait triste talentueuse vivant dans une ville de taille moyenne appelée Clearwick. Sa vie avait toujours été rythmée par un rythme soutenu. Travail en semaine, brunch le week-end et amour discret avec un homme qu'elle respectait profondément. Mais ce soir-là, c'était différent. Debout dans le restaurant à la lumière tamisée, entourée de tables éclairées à la bougie, de senteurs florales fraîches et du doux murmure du jazz, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Tout semblait parfait. Des roses camels fleurissaient à chaque table. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. C'était leur fiançailles, celle de Jalland et d'elle. Après 4 ans d'amour, de patience et de développement, ils franchissaient enfin une nouvelle étape. Dans seulement 4 mois, ils seraient mariés. Jalland se tenait à ses côtés, grand et chaleureux, la main posée doucement sur son dos. Elle se pencha vers lui, ressentant ce calme familier. Ils s'étaient rencontrés à l'agence de design où elle travaillait. Il avait rejoint le département créatif et l'avait impressionné non seulement par ses idées, mais aussi par son écoute respectueuse. Une retraite d'entreprise les a rapprochés, et leur connexion s'est naturellement établie. Il était fiable, attentionné et intelligent. Tout chez lui prenait sens. Leurs amis les plus proches et leur famille s'étaient réunis pour les célébrer. En parcourant la pièce du regard, Marley remarqua des visages familiers. Des collègues, d'anciens amis de fac, les parents de Jalland, et même des cousins éloignés qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Mais son regard se posa alors sur sa propre famille. Ses parents, Lorna et Ellis Rivant, étaient assis au premier rang. Leur sourire semblait trop figé pour être vrai. Et sa petite sœur, Rina, était là aussi, feuilletant les pages de son téléphone avec désintérêt, comme si elle avait hâte de partir. Marley Sapir Dousmet. Elle et Rina n'avaient jamais été proches. Et cette distance n'avait fait que grandir avec le temps. Pourtant, Marley repoussait la tension qui montait dans sa poitrine. Ce soir, il n'était pas question de vieilles blessures ni de jugement silencieux. Ce soir, il était question d'amour, de promesses et de la vie qu'elle construisait avec Jalland. Elle but une gorgée de champagne, souriant à une blague d'un des cousins de Jalland. Lorna, sa mère, se leva alors et tapota doucement son verre de vin avec une cuillère. Le son résonna dans l'air, apaisant la pièce tandis que les conversations s'apaisaient. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît » demanda Lorna avec un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tout d'abord, je tiens à féliciter ma magnifique fille Marley et son merveilleux fiancé Jalland. J'espère que votre mariage sera rempli d'amour, de joie et de bonheur. » Des applaudissements polis suivirent, et quelques invités levèrent leurs verres. Marley sentit Jalland lui serrer doucement la main sous la table. Elle lui jeta un coup d'œil et sourit, émue par l'instant. Mais sa mère reprit, et son ton changea. « Calme, réfléchis, réfléchis. J'ai aussi une annonce importante à vous faire, » dit Lorna en posant son verre sur la table. Après en avoir discuté avec Ellis, nous avons décidé de donner les 45 000 $ de la cagnotte de mariage de Marley à Rina. La salle était complètement silencieuse. Pendant un instant, Marley fixa sa mère du regard. Elle cligna des yeux, presque en riant, pensant que c'était une blague. « C'est drôle, maman, dit-elle d'un ton léger. Mais cet argent est à moi. Je ne vais pas le révéler. » Le sourire de Lorna disparut instantanément. Ses lèvres se pincèrent. « Ce n'est pas une blague, Marley, dit-elle. Ta sœur se marie quelques mois après toi, et elle a plus besoin d'argent que toi. » Une vague de chaleur monta au cou de Marley. Son estomac se tordit. « De quoi tu parles? C'est mon argent, maman. Papa et toi me l'avez donné. C'est sur mon compte. » Lorna pencha légèrement la tête, essayant d'adoucir sa voix, mais son ton était condescendant. « Chérie, tu as un bon travail. Jalland aussi. Rina et son fiancé sont en difficulté. Elle aussi mérite un beau mariage. » Les mains de Marley se mirent à trembler. Elle se leva, essayant de calmer sa voix. « Nous avions déjà planifié notre mariage en fonction de cet argent. Nous avons été prudents. Nous en utilisons même une partie comme acompte pour notre maison. On ne peut pas nous le retirer comme ça maintenant. » La tension monta comme un éclair lorsque Rina repoussa sa chaise, manquant de renverser son verre. « Ne sois pas si égoïste, Marley, » lança-t-elle. « Tu aurais pu proposer de le partager il y a longtemps. Tu sais que j'en ai plus besoin que toi. » Marley se tourna vers sa sœur, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas une question de besoin, Rina. C'est une question d'équité. Prévoyez à l'avance. Vous aviez votre propre fonds et vous l'avez dilapidé. »
Maintenant, tu t'attends à ce que je te donne le mien. La voix de Lorna trancha. Elvitz simplement. A boy est-il. Elle n'a pas grand-chose et son fiancé fait de son mieux. Tu as toujours eu plus. Parce que j'ai travaillé pour ça. Marley rétorqua en croisant les bras. J'étais sauvé. J'ai suivi les règles. C'est prévu. Peu importe comment vous essayez de déformer les choses. Je ne donnerai pas mon argent. Les invités regardaient la scène dans un silence stupéfait, certains évitant tout contact visuel. Jalland se pencha et posa une main ferme sur son bras, mais Marley ne recula pas. Et puis, tout s'est passé si vite et pourtant si surréaliste. Lorna s'avança, le visage rouge de fureur, et gifla violemment Marley. Le bruit résonna dans le restaurant comme un coup de tonnerre. La douleur s'étendit instantanément sur la joue de Marley, mais le choc émotionnel fut plus violent. La pièce se figea. Pas même une fourchette ne bougea. Même Rina resta bouche bée, incrédule. Marley tourna lentement la tête vers sa mère, d'une voix basse et contrôlée. « Tu n'as pas le droit de me frapper juste parce que j'ai dit non. » Aoke s'éleva d'une table voisine, puis une voix s'éleva du bar. « Oui, bonjour, je dois signaler une agression. Ça vient de se passer au Lamarck Bistro. » C'était un serveur qui parlait dans son téléphone, les yeux écarquillés, donnant des détails à quelqu'un à l'autre bout du fil. Le brouhaha des conversations s'estompa, remplacé par l'incrédulité, la honte et la peur. Les sirènes retentirent quelques minutes plus tard. Des lumières rouges et bleues clignotèrent devant les fenêtres du restaurant, projetant une lueur surréaliste sur les clients. Marley resta immobile, la joue palpitante, le cœur battant. Gélène ne la quittait pas. Son père prit Lorna à part, murmurant durement pour essayer de la calmer. 2 policiers en uniforme sont entrés. L'un d'eux s'est approché de Marley. « C'est vous qui avez été agressé ?» a-t-il demandé doucement. Marley hocha la tête. Un serveur s'avança et raconta en détail comment Lorna avait frappé Marley devant tous les invités. Lorna insista sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée. La réponse de l'agent fut calme mais ferme. Une agression publique, quel que soit le lien de parenté, reste un crime. Il se tourna ensuite vers Marley. « Voulez-vous porter plainte ?» Son pouls battait fort, mais sa voix était claire. « Oui, je le veux. » Et comme ça, Lorna fut menottée. Lorna n'a pas crié ni résisté. Elle avait juste l'air furieuse. Tandis que les policiers l'escortaient hors du restaurant, Rena fixait Marley comme si elle avait commis le crime. Elise suivit les officiers dehors, silencieuse et pâle. Les invités étaient assis, raides, hésitant entre reprendre leur repas ou partir discrètement. Marley se rassit, la joue encore douloureuse. Gélène s'assit à côté d'elle, lui serrant la main comme pour l'ancrer au sol. Plus tard dans la soirée, Marley contacta son avocat. Le lendemain, elle déposa plainte. Les accusations étaient criminelles. Lorna a été libérée sous caution, mais la procédure judiciaire avait déjà commencé. Quelques semaines plus tard, le procès a débuté, non pas au sujet de l'argent du mariage, mais au sujet de l'agression. Marley était assis dans la salle d'audience pendant que le juge examinait les preuves, notamment les déclarations de plusieurs témoins et les images de sécurité du restaurant. L'affaire était sans appel. Le juge a déclaré Lorna coupable de délit d'agression. Elle a été condamnée à une amende de $2000 et à 6 mois de probation, assortie d'une obligation de gestion de la colère. Elle avait la possibilité d'une peine de prison avec sursis de 30 jours, mais le message était clair, ses actes avaient des conséquences. Tandis que Marley observait sa mère éviter tout contact visuel depuis l'autre bout de la salle d'audience, le juge se tourna vers elle. « Avez-vous quelque chose à dire avant de conclure ?» Marley s'éleva. Sa voix était calme, mais puissante. « Je ne m'attendais pas à ça de la part de ma mère, mais personne n'est au-dessus des lois. » Après ce jour, Marley espérait que les choses s'arrangeraient, mais ce ne fut pas le cas. La gifle ne marqua pas la fin de la tempête. Ce n'était que le début. 3 semaines après les fiançailles, Marley est rentrée chez elle et a trouvé une épaisse enveloppe dans sa boîte aux lettres. Son estomac s'est noué dès qu'elle a vu le nom du cabinet d'avocats, Denhart et Val Associates. À l'intérieur se trouvait une plainte officielle. Ses parents, Lorna et Elise, la poursuivaient en justice. Ils affirmaient que les $45 000 destinés au mariage ne lui appartenaient pas vraiment. Ils ont soutenu que cet argent était uniquement destiné à couvrir ses frais de scolarité et qu'elle l'avait mal utilisé. Marley a ri amèrement en lisant les papiers. L'argent était à son nom depuis ses 17 ans. Sur un compte de dépôt qu'il lui avait offert, elle en avait le contrôle total.
Rena et elle avaient été informées qu'elles pourraient utiliser leur fonds comme elles le souhaitaient une fois majeures. La différence, c'est que Marley utilisait le sien avec sagesse, finançant ses études grâce à des bourses, puis laissant fructifier le reste. Rena avait étudié dans une université privée coûteuse, abandonné ses études et dépensé le reste à lancer une boutique qui a fait un flop en un an. Maintenant que son fonds avait disparu, il s'en prenait à celui de Marley. Elle a engagé une avocate calme et perspicace, Dahlia Voss. Après avoir examiné les documents, Dahlia a souri. Ils n'ont pas de dossier. Marley se pencha en avant. Alors pourquoi font-ils ça? Répondit calmement Dahlia. Certaines personnes préfèrent vous démolir plutôt que d'admettre leur erreur, surtout quand elles essaient de protéger quelqu'un d'autre. Et avec cela, la vérité est devenue douloureusement claire. Il ne s'agissait pas d'équité ou de fondement juridique. Il s'agissait de contrôle. À propos de favoritisme. À propos de faire payer Marley pour les mauvais choix de sa sœur. Les mois qui suivirent furent parmi les plus épuisants que Marley ait jamais connus. Entre les audiences, les demandes de documents et les frais juridiques, les préparatifs du mariage ont dû être suspendus. Son esprit était constamment occupé par les documents et les déclarations. Chaque fois qu'elle entrait dans la salle d'audience et qu'elle voyait ses parents assis à côté de Rena, évitant son regard, c'était comme un coup de poing en pleine poitrine. Rena, toujours aussi satisfaite, semblait confiante dans sa victoire. Comme si elle le méritait. Lors d'une audience houleuse, Rena est montée à la barre. Elle a essayé de prétendre que le fonds était uniquement destiné aux études. Dahlia s'est levée et a demandé « Avez-vous utilisé votre fonds uniquement pour l'université ?» Rena a hésité. « Pas tout. » Dahlia insiste. « Tu as abandonné, n'est-ce pas? Et tu as utilisé l'argent restant pour ouvrir une boutique et t'acheter une voiture de luxe. » Ça n'a pas d'importance, rétorqua Rena. « C'est très pertinent, » dit Dahlia d'un ton calme. « Si votre fonds était soumis à des conditions aussi strictes, pourquoi avez-vous pu l'utiliser comme bon vous semblait? » Rena resta silencieuse. La salle d'audience absorba chaque mot. Marley resta immobile, le cœur calme, observant tout cela se dérouler. La vérité éclatait. Le favoritisme. Les mensonges. La tentative désespérée de sauver la face en punissant la fille qui avait tout fait comme il fallait. Devant le tribunal, Jalland restait le robe de Marley. Il n'a jamais manqué une seule audience. Il lui a tenu la main à chaque tournant, à chaque embuscade. « On ne te vole pas ton avenir » lui a-t-il murmuré un soir. Ils ne peuvent pas. Mais cela a eu des conséquences. Les décisions concernant le mariage ont dû être reportées. Les frais juridiques s'accumulaient. Marley en perdait le sommeil. Elle pleurait, parfois seule aux toilettes, parfois à son bureau entre deux échéances. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de dignité, de se tenir debout, même quand sa propre famille essayait de vous briser. Juste au moment où elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles ont empiré. Un après-midi, alors qu'elle finalisait ses commandes de fleurs, son téléphone vibra. C'était sa cousine Tessa. « Marley, je suis vraiment désolé d'apprendre que ton mariage a été annulé. »« De quoi parles-tu » demanda Marley, estupéfaite. « Le mariage est toujours prévu. » Tessa hésitait. « Ta mère m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit que toi et Jalland aviez rompu, qu'il t'avait trompé. » Marley resta bouche bée. En moins d'une heure, elle reçut 3 autres appels de proches désemparés. Certains ont même mentionné avoir reçu des courriels annonçant l'annulation du mariage. Marley s'est précipitée vers sa boîte de réception. Aucun de ces courriels n'était présent dans son dossier, envoyé. Ce qui signifiait que quelqu'un avait créé un faux compte pour se faire passer pour elle. Son cœur se serra. Sa première pensée, grina. Elle n'avait aucune preuve, mais le schéma était trop familier. Sabotage, manipulation, mensonge. Marley a appelé sa tante, la sœur de Lorna, Yvette. « J'allais t'appeler, » dit Yvette en soupirant. « Ta mère raconte que le mariage était un mensonge. Que jalenatrice. Que tu avais tout inventé. » Marley ferma les yeux. La douleur refit surface. « Elle protège Rina » continua Yvette d'une voix douce. « Elle l'a toujours fait, même quand Rina ne le méritait pas. La trahison était plus douloureuse que n'importe quel échange judiciaire. Lorna ne cherchait pas seulement à gagner un procès. Elle cherchait à ruiner la réputation de sa fille. » Ce soir-là, Jalland entra et remarqua immédiatement l'expression bouleversée de Marley. Il demanda ce qui s'était passé.
Marley lui montra les captures d'écran et lui expliqua les faux emails. Il serra les dents. « Elle m'a contacté aussi, dit-il. Rina m'a envoyé des photos truquées. C'était censé prouver que tu me trompais. » Marley resta bouche bée. Jalan sortit son téléphone et lui montra les images. Clairement faux, mal édité. Son visage avait été collé sur le corps d'une autre femme. « Bien sûr que je n'y croyais pas, dit-il. Mais tes parents les ont vus. Ils y croient. Ou veulent y croire. » Marley sentit une nouvelle vague de nausée la submerger. « Ils essaient de nous détruire, murmura-t-elle. C'est alors que la décision fut prise. Ils ont engagé une sécurité privée pour le mariage. Dahlia les a aidés à déposer les photos officielles de Lorna, Ellis et Rina sur le lieu de la cérémonie, en précisant qu'aucune d'elles ne devrait entrer, quelles que soient les circonstances. Blessés, profondément. Mais Marley n'allait pas les laisser saboter la seule chose qui lui procurait encore de la joie. Le matin du mariage arriva avec une étrange tension dans l'air. Un mélange d'effroi et de joie. Le lieu était un jardin paisible, à la sortie de Clearwick. Simple, élégant et fleuri. Marley se tenait dans la suite nuptiale, ajustant son voile. Les invités arrivaient. La sécurité était déjà en place. À 14h15, on frappa doucement à la porte. Un garde entra à voix basse. « Mademoiselle Rivan, dit-il prudemment. Nous venons d'arrêter une jeune femme qui tentait de s'introduire par la porte arrière. Elle correspond à la photo que vous nous avez donnée. C'est votre sœur. » Le cœur de Marley s'emballa. « Était-elle seule » demanda-t-elle. « Oui, » répondit le garde. Mais elle avait un sac fourre-tout. À l'intérieur se trouvait un grand pot de peinture rouge. La pièce tournoyait légèrement. Marley s'assit au bord du banc de la coiffeuse, la poitrine serrée. « Elle a apporté de la peinture. » répéta-t-elle, stupéfaite. Elle allait gâcher le mariage. Le garde hocha la tête solennellement. « Voulez-vous qu'on appelle le shérif » Marley fixa le sol un long moment, le poids de l'année écoulée pesant sur elle. « Non, » dit-elle doucement. « Escortez-la simplement hors de la propriété. Assurez-vous qu'elle ne revienne pas. Et vérifiez si mes parents ont essayé de s'introduire aussi. » Le garde hocha la tête et partit. Marley resta assise, immobile, s'efforçant de ne pas plairer. Sa meilleure amie Solène entra et s'accroupit à côté d'elle. « Que s'est-il passé » murmura-t-elle. Marley la regarda droit dans les yeux. Rina essaya de se faufiler avec un pot de peinture. Elle voulait tout gâcher. Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Alors tu as déjà gagné » dit-elle fermement. « Ils essaient encore de mettre un terme à ton bonheur. Et ils n'y parviennent pas. » Solène l'aida à se relever, lissa son voile et la serra fort dans ses bras. « C'est ton jour, Marley. Le jour où tu épouseras l'homme qui t'a soutenu dans toutes les épreuves. C'est ce qui compte. » Quelques minutes plus tard, Marley entra dans le jardin. Son oncle Vincent la conduisit jusqu'à l'hôtel. Le soleil filtrait à travers les arbres, projetant une lueur dorée sur les chaises blanches et les fleurs fraîches. Gélène se tenait devant l'autel, les yeux rivés sur les siens. À cet instant, tout le chaos s'évanouit. La trahison, les procès, l'humiliation, plus rien n'avait d'importance. La cérémonie était simple, sincère et pleine d'amour. Ils ont échangé des vœux de force, de loyauté et de choix mutuels, malgré les tempêtes. Lorsque l'officiant les a proclamés mari et femme, la foule a éclaté en applaudissements. Marley rit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait légère, libre. L'accueil était tout ce dont elle avait rêvé. Des lumières tamisées scintillaient au-dessus de nos têtes, la musique était entraînante et l'air vibrait de rire et d'amour. Les invités ont dansé, trinqué et célébré sans hésitation. Solène a prononcé un discours touchant qui a donné envie à tous de sortir leurs mouchoirs. À Marley, dit-elle en levant son verre, qui s'est défendu et a trouvé l'amour qui l'a soutenu. Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Marley. Elle regarda la salle, remplie de gens qui avaient choisi de venir, non par obligation, mais par intérêt. Il n'y avait pas de sourire truqué, pas de silence figé, juste de la chaleur. Plus tard dans la soirée, Marley et Gélène marchaient main dans la main sous les étoiles. Rice, encore emmêlé dans ses boucles, fit leur grande sortie. La salle s'estompa derrière eux, illuminée au loin. Sa sœur avait tenté de gâcher ce moment, mais elle avait échoué. Ses parents aussi. Marley avait traversé le feu, et elle n'avait pas simplement survécu. Elle fit jaillir la joie des cendres. La lune de miel fut paisible et apaisante. Ils séjournèrent dans une paisible ville côtière, loin de Clearwick,
où les vagues étaient constantes et où la paix les trouva enfin. Marley avait éteint son téléphone. Pas de rendez-vous. Au tribunal, pas de sable entre ses orteils et la main de Ghislaine dans la sienne. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle se reposa. Vraiment. De retour chez eux, ils emménagèrent dans un petit appartement en périphérie de la ville. Ils ont utilisé le reste de l'argent du mariage comme à compte. Ce n'était pas très glamour, mais c'était à eux. Marley a peint les murs elle-même. Ghislaine a construit des étagères. Leurs photos de mariage ont rempli l'espace. Chaque pièce était un petit rappel que l'amour avait triomphé. On pouvait choisir la paix même après la guerre. Quelques semaines plus tard, Marley croisa sa cousine Lana à l'épicerie. « Tu as entendu parler du mariage de Rina ?» demanda Lana. Marley haussa un sourcil. « Non, on n'est pas en contact. » Lana hésita. « Tes parents ont contracté un prêt. Ça se passe au Silverstone Grand, en centre-ville. Ils font venir un chef célèbre et tout. » Marley laissa échapper un petit rire. Bien sûr, même si cela signifiait s'endetter, il ferait du grand jour de Rina un spectacle. « Tu y vas si elle t'invite ?» demanda Lana prudemment. Marley la regardait droit dans les yeux. « Elle a essayé de gâcher mon mariage avec une bombe de peinture. »« Non, je viendrai pas. » L'invitation n'est jamais arrivée. La nouvelle s'est répandue. Les gens l'ont remarqué. Plusieurs proches de Rina ont décliné l'invitation, non seulement à cause du drame, mais aussi parce qu'ils avaient vu comment Marley était traitée. Certains sont restés silencieux. D'autres ont exprimé ouvertement leur malaise. L'éclat qui suivait Rina partout semblait s'estomper. Et ses parents aussi. Leur réputation en prit un coup. Le prêt qu'ils avaient contracté était devenu une rumeur familiale. Pas malveillante, juste inquiétante. Tout le monde savait qu'ils avaient tout misé sur une fille pour tenter d'effacer l'autre. Mais ça n'a pas marché, car Marley était toujours debout. Et plus que ça, elle s'épanouissait. Elle et Jalon continuèrent à construire leur vie ensemble. Leur maison devint un sanctuaire. Ils passèrent leur week-end à assembler des meubles, à planter des fleurs dans la petite jardinière du balcon et à rire autour de crêpes brûlées. Il y avait encore des jours difficiles. Les vacances passaient sans un seul message de ses parents. Les anniversaires passaient et passaient en silence. Au début, ça faisait mal. L'absence était bruyante. Mais avec le temps, le silence s'est transformé en paix. La manipulation ne lui manquait pas. Elle n'avait plus soif de culpabilité. Elle n'avait plus besoin de gens qui n'intervenaient que lorsqu'elle restait petite et obéissante. Elle les avait dépassés. Parfois, Jalon lui demandait si sa famille la contacterait un jour. Peut-être un jour, répondait doucement Marley. Mais il faudrait plus que des excuses. Il faudrait un véritable changement. Et je ne vois pas cela se produire de sitôt. Le mariage de Rina est arrivé et reparti. Fontaines de champagne. Robes de créateurs. Un quatuor est arrivé de l'autre bout du pays. Mais l'histoire de Marley restait encore dans l'air. Personne n'a oublié. Car même si les gens ne le disaient pas à voix haute, ils savaient qui avait défendu la vérité. Et qui avait utilisé le mensonge pour masquer l'échec. Un soir, alors que Marley se blottissait dans leur salon, feuilletant leur album de mariage avec Jalon à ses côtés, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Fierté. Elle avait affronté l'humiliation, la violence et la trahison. Mais elle ne s'était jamais abaissée à leur niveau. Elle ne s'est jamais laissée définir. Et grâce à cela, elle avait construit quelque chose d'incassable. « Tu crois qu'on laissera un jour quelqu'un séjourner dans la chambre d'amis ?» plaisanta Jalon un soir, en se débattant avec une table d'appoint bancal. Marley sourit. Peut-être. Un jour. Mais seulement s'ils apportent l'amour, pas le drame. Ils riaient ensemble. Et la table, comme eux, tenait bon. Marley avait appris quelque chose de précieux. La famille ne se définit pas par le sang. Elle se construit par le choix, par la gentillesse, par ceux qui célèbrent votre lumière au lieu de l'atténuer. Ses parents ne lui ont pas permis de tourner la page. Rina ne lui a jamais présenté d'excuses. Mais elle avait gagné bien plus. Paix, respect, un foyer fondé sur la vérité et un partenaire qui ne l'a jamais lâché. Le fonds de 45 000 $ lui avait offert plus qu'un mariage. Il lui avait donné la liberté, du contrôle, de la honte, de la croyance toxique selon laquelle l'amour exige des sacrifices. Elle n'a pas perdu sa famille. Elle s'est retrouvée. Et au final, c'était tout.